Bonjour, bienvenue à vous. Je vais, au travers de 3 exemples, vous proposer des façons de gérer une crise, une grosse colère de la part d'un enfant. C'est à travers mon expérience d'enseignante en maternelle, en élémentaire, de rééducatrice en RASED et puis de maman aussi que j'ai finalement déterminé et isolé les critères et des étapes et des critères qui font qu'on est en mesure de gérer ce genre de situation. Donc, je vais prendre un premier exemple avec une enfant que je vais appeler Clotilde, pour préserver l'anonymat. Clotilde, c'est une élève de maternelle qui fait des crises, qui a fait plusieurs crises en sortant d'une récréation, devant la porte, comme ça, subitement. Alors, voyez-vous ici, je n'ai jamais saisi, compris ce qui avait motivé les crises. Donc, on ne trouve pas toujours l'origine, on se focalise souvent sur le pourquoi, et en réalité, c'est pas absolument indispensable. Là, je n'ai pas focalisé du tout sur le pourquoi, je n'ai pas cherché le pourquoi de la crise. En tout cas, je m'en souviens pas, c'était il y a longtemps. Je crois pas. J'ai simplement respecté 3 étapes. La première, ça a été d'écarter les autres. Écarter les autres pour éviter que cet élève donne d'elle une image que les autres gardent en mémoire très longtemps, parce qu'une image qui est choquante, qui peut rester en mémoire dans les esprits, que l'on soit enfant ou adulte, pendant très longtemps. Donc pour éviter cela, j'ai écarté les autres pour aussi leur sécurité, parce que une enfant qui est vraiment dans une grosse colère peut faire mal, évidemment, et puis parce que on peut dire quand on est en colère aussi des choses abominables, hein. Donc voilà, pour la préserver à elle et pour préserver les autres, je les ai écartés et j'ai dit je m'en occupe. Donc j'ai affirmé par là que j'étais présente et que je gérais la situation. Deuxième étape, j'ai parlé à cette petite Clotilde sans crier, avec un débit régulier, en commentant la situation et en lui décrivant donc ce que je percevais. C'est-à-dire, je vois que tu es très en colère, que quelque chose ne va pas pour toi, c'est quelque chose qui visiblement est très important. Je vais essayer de t'aider. Pour cela, je vais peut-être m'approcher un peu de toi si tu es d'accord. Peut-être que je vais poser ma main sur ton front si tu veux bien. Ça, c'est un geste, ce que les Anglais appellent take care, c'est-à-dire un geste pour prendre soin. C'est le geste de la maman ou du papa qui veut savoir si son enfant a de la fièvre et qui pose sa main sur le front. C'est un geste, effectivement, qui est assez maternant. Donc, c'est un geste voilà, qui vise à montrer qu'on prend soin de l'autre. Donc, je vais poser ma main sur ton front, voir si ça te fait du bien, si tu es d'accord, si ça t'apporte un peu de calme. Donc, voilà comment j'ai accompagné, voilà, le pendant, la crise, pour que ça se tasse un peu. Puis ensuite, j'ai offert des perspectives, c'est-à-dire quand ça ira un peu mieux, on ira boire un verre d'eau, parce que tu sais, je sais que ça fatigue beaucoup, une grosse colère, et puis de crier, ça peut faire mal à la gorge, donc ça fait du bien de boire un petit verre d'eau après. Euh, et puis, ce que je peux dire donc jusque-là, c'est que la colère, c'est quand même une façon de faire face à une situation qui est complètement insupportable. Donc, ça veut dire que l'enfant a un problème. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, comme peuvent le penser les autres parfois. Ça veut dire qu'il a un problème. Donc là, ce que je peux dégager de cette situation, c'est qu'il y a une façon de se positionner face à une colère d'enfant. Et la posture adéquate, je dirais qu'il y a 3 critères importants qui me sont apparus au travers de cette situation. Le premier, c'est être une personne ressource qui peut gérer et protéger. La personne ressource. Ok, bon, je gère, je suis là, je m'en occupe. J'écarte les autres et puis on va voir ce qui va se passer. Deuxième critère pour se positionner, avoir la posture adéquate, c'est se positionner comme une personne solide, c'est-à-dire que je ne vais pas être trop affectée, je ne vais pas m'effondrer en entendant les gros mots, en entendant voilà, la colère qui déborde, je ne vais pas non plus être comment dire, trop choquée, enfin bon, je vais attendre que ça passe. Je sais que c'est passager, je sais que c'est un débordement, que ça n'est pas l'enfant lui-même, mais que voilà, il est débordé par ses émotions et le problème qui se présente à lui, qu'il n'arrive pas à gérer.
Et ensuite, troisième critère, c'est se positionner comme une personne bienveillante, c'est-à-dire sensible, mais juste ce qu'il faut, et qui est là pour proposer son aide. Pas forcément vouloir apaiser, tempérer, contenir la colère, mais proposer son aide. Donc là, il y a une notion extrêmement importante, c'est-à-dire qu'il faut sortir du schéma gagnant-perdant. Sinon, on ne peut pas aider un enfant ou une personne qui est en colère. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant. C'est pas si j'y arrive, je gagne. Pas du tout. C'est une façon, vouloir être aidant face à la colère d'un enfant, c'est comment dire, vouloir restaurer un équilibre, une harmonie, et vouloir l'aider à résoudre son problème. Et savoir que on n'y arrivera peut-être pas. Voilà, l'enfant ne sera peut-être pas en mesure de nous dire exactement ce qui s'est passé, ce qui a fait que, et puis peut-être que le problème est bien plus profond, bien plus en amont, et qu'il ne sait pas le formuler. Donc là, on est là pour accompagner et aider l'enfant à aller mieux. Voilà. Donc il s'agit de restaurer un équilibre et retrouver une certaine harmonie. Clotilde, dont je viens de prendre l'exemple, c'est une élève qui avait 3 ans, 4 ans à l'époque, qui maintenant doit en avoir à peu près 21. Voilà. On va prendre un second exemple maintenant, l'exemple de Tobias, qui a 8-10 ans à peu près. Ça se passe toujours à l'école, cette fois-ci je ne suis plus enseignante, je suis rééducatrice. Et il y a beaucoup de problèmes de comportement. Tobias est un élève depuis le début de sa scolarité qui est très compliqué. Là il est en CP ou CE1, je ne sais plus, et il y a des crises fréquentes. Donc une fois, en rentrant en classe, une crise violente qui débute, et comme mon bureau était juste à côté, que j'étais là sans élèves, l'enseignant était obligé de rentrer avec ses élèves, j'ai proposé donc de le prendre en charge. Donc je dis à Tobias, tu vas venir avec moi dans mon bureau, qui était juste là, on partageait le même hall d'entrée. On rentre dans mon bureau, tant bien que mal, parce que lui il n'était pas très volontaire non plus pour rentrer dans le bureau. Mais bon, on rentre, et là je ferme la porte, et il regarde les clés qui sont dans la serrure. Et moi aussi, je les regarde et je m'interroge, est-ce que je ferme ma clé ou pas? Et là, je lui dis, non, je vois bien que tu regardes les clés, je vois bien que tu as envie de partir, ça je le comprends tout à fait, mais je ne vais pas fermer la clé. Je ne vais pas fermer la clé parce que je veux te faire confiance. On est là, ici, ensemble, le temps que ça aille mieux, et je ne veux pas t'enfermer. Et ça, je pense que c'était très important, je ne veux pas t'enfermer. Donc nous voilà ensemble dans mon bureau, la porte n'est pas fermée à clé, j'explique un peu la situation. Bon, il n'est pas possible pour toi de rentrer en classe dans cet état, donc on va rester un petit moment ici. Je propose, je me place donc comme personne ressource, et je propose des perspectives, comme je le disais précédemment dans l'exemple précédent. Perspective, c'est je pose là, c'est pas je te donne, il n'était pas prêt, je pose là sur la table une feuille et des feutres, et quand ça ira mieux, dans un moment, si tu veux t'asseoir, tu pourras dessiner. Moi, pendant ce temps, je vais faire mon travail. Donc, retrait d'attention. Sauf que je n'ai pas sorti mon véritable travail parce qu'il aurait été capable, dans l'état de fureur où il était, de me le déchiqueter. J'aurais été très en retard sur mon projet, donc c'était pas judicieux. Donc j'ai sorti un faux travail. Enfin, voilà, je fais semblant de travailler en me disant mince, je prends du retard quand même, mais bon, voilà. Donc c'était ma façon à moi de pratiquer un retrait d'attention. Sans risquer non plus voilà, qu'ils commettent un acte grave en détruisant du travail qui m'aurait mis en retard, parce que là j'aurais été aussi peut-être un peu submergée par mes émotions. Donc ça n'a pas été le cas, et finalement il a fait beaucoup de bruit dans la pièce avec les chaises. Donc je faisais des commentaires en disant je vois que tu es très très en colère, j'entends bien que tu fais beaucoup de bruit, que tu as beaucoup de colère en toi. Et puis ça m'a fait penser, oui, un petit peu aux animaux dans la nature qui ont besoin de montrer leur puissance et face à une situation de danger. Et je pense qu'il y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là, besoin de montrer sa puissance et sa force dans une situation où on se sent menacé, en danger, et où on n'arrive pas à trouver de solution de manière adéquate pour répondre. Je crois qu'il y a de ça dans la colère.
ce besoin de se sentir puissant et puis d'être en mesure de croire que cette force va nous tirer d'un mauvais pas, quoi. Alors ensuite, j'ai dit bah, plus tard peut-être on pourra discuter. Le peut-être, bon, ça laissait entendre que ce n'était pas une obligation et que c'était une possibilité. Voilà. Plus tard, bon, après la discussion, je lui ai dit que c'était important, à mon sens, bon, pendant la discussion, qu'il dise un mot d'excuse à son enseignant, parce qu'il y avait quand même eu coups, insultes, grossièreté, donc il l'a mis un peu à contre-cœur, mais il l'a fait finalement pendant la récréation, en tête à tête, hein. Lorsque je l'ai raccompagné en classe, oui. Ce mot d'excuse, c'est aussi une façon de faire amende honorable et de chercher à se réhabiliter aux yeux de la personne d'autorité. Mais c'est aussi une volonté de réparer la relation qui a été abîmée en quelque sorte, hein. Donc ça aussi c'est très important, hein, de se restaurer et de réparer l'image qu'on a donnée de soi. Par la suite, on va prendre alors encore un autre exemple avec toujours Tobias, qui m'a beaucoup appris finalement. Merci Tobias. Un an plus tard, donc en rentrant de récréation, à nouveau, grosse crise. Donc moi j'étais justement par là en tant que rééducatrice. L'enseignante doit rentrer en classe, s'occuper des autres. Je propose mon aide. Je propose donc de rester là et de m'occuper de lui. Il se trouve que je m'assieds sur une murette là, et puis lui est dans la cour, il se roule par terre, il hurle, et puis petit à petit il se rapproche de moi puisque je suis la seule personne à qui il peut adresser sa colère. Et moi j'ai une écharpe, comme aujourd'hui, tiens, j'ai une écharpe à laquelle je tiens pas trop, qui n'est pas non plus une écharpe de grande valeur, et il commence à vouloir la triturer, il commence à vouloir la malaxer, tirer dessus. Et donc je le laisse faire et je commente. Je vois que tu es très en colère. Je vois en effet que tu as vraiment besoin de triturer quelque chose. Voilà, ça te fait du bien et puis bon, ben, il triture de plus en plus ou de moins en moins. Il y a des hauts et des bas. Cette écharpe, moi je trouve que c'était intéressant parce que ça permettait de symboliser la relation. On reste dans la relation et je vois, je commente, j'entends, je ressens voilà ce que tu sens. Je suis avec toi, mais pas en colère. Je ne suis pas en colère. Ta colère ne me déteint pas dessus. Voilà. Et donc ça, c'était une façon de donner une forme socialement acceptable à sa colère. Ensuite, bon, j'offre des perspectives. Alors, bien tout à l'heure, quand ça ira un petit peu mieux, on pourra aller boire ou se mettre un peu d'eau sur le visage. Et puis là, j'ai saisi une opportunité d'une collègue qui passait par là pour faire ce que je vous disais tout à l'heure, donc un retrait d'attention. Donc, j'ai fait comme si j'avais quelque chose d'important à lui dire. Ah, au fait, il fallait que je te voie. Donc, j'ai fait une quinzaine de mètres dans la cour pour pouvoir lui parler et je me suis placée de manière à avoir ce petit enfant dans mon champ visuel pour pouvoir continuer à voir ce qui se passait. Et donc, j'ai discuté de choses et d'autres avec elle, et puis à voix basse, quand j'ai pu, je lui ai expliqué un petit peu la situation, je lui ai expliqué ce que je faisais. C'était un retrait d'attention, parce qu'elle devait se demander pourquoi j'avais du temps à perdre, parce que c'était pas fréquent. Et donc, bon, ça lui permettait, je pense, à cet enfant de pouvoir changer de costume sans se dédire, hein, c'est-à-dire ne pas vouloir absolument rester tel qu'il a été parce que sinon ça serait se trahir quelque part. Donc là ça lui permettait de changer de costume puisque bon, moi je quittais un petit peu la relation et c'était le moment pour ça. Et puis j'allais revenir ensuite dans la relation et il avait l'opportunité donc de changer d'attitude sans avoir l'impression de se trahir. De changer de costume, je dis des fois, ouais, pour déposer sa colère. Et en effet, ça a bien marché. Bon, en tout cas, quelle que soit la proposition que l'on fait à l'enfant, ça ne peut marcher que si elle est faite à un moment opportun. Par exemple, le retrait d'attention au début de la colère, c'est pas du tout le moment opportun, puisqu'au début de la colère, l'enfant, lui, il a besoin que quelqu'un reçoive son message, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas du tout pour moi. Donc, le retrait d'attention, il vient un petit peu plus tard, quand l'enfant a commencé un petit peu à s'apaiser,
et qu'il est prêt, voilà, à changer d'attitude, mais qu'il ne le fera pas si on continue à le regarder parce qu'il a l'impression finalement comment dire, de s'asseoir sur ce qu'il avait, enfin, voilà, de renoncer à ce qui avait motivé la colère. Donc c'est une façon de lui offrir cette opportunité de changer d'attitude. Alors, à travers ces trois situations, j'ai fini par dégager, en y réfléchissant bien, 7 étapes pour gérer la colère. Alors, je vais vous les décliner. Première étape, c'est isoler ou sortir du contexte, de manière à ce que l'enfant ne donne pas cette image de lui qui pourrait rester figée dans les esprits, que ce ne soit pas un spectacle, voilà. Donc, isoler ou sortir du contexte. Ça, c'est valable surtout en collectivité, donc école, centre de loisirs. Au supermarché, par exemple, ça va être différent. On ne peut pas sortir l'enfant vite du supermarché et partir en courant. C'est pas possible. Pour ensuite, deuxième étape, je dirais qu'il s'agit de protéger l'enfant, mais aussi les autres. Donc, on va, par exemple, dire, bon, non, on n'a pas le droit de se faire mal, ni à soi, ni aux autres. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de posé. Troisième étape, on va se positionner comme une personne ressource, en proposant des gestes apaisants ou en offrant des perspectives. Le verre d'eau, par exemple. Ensuite, on va, quatrième étape, peut-être avoir à exercer, c'est pas toujours vérifiable et quantifiable comme ça, hein, mais on va parfois avoir à exercer un retrait d'attention pour permettre à l'enfant, voilà, de changer de costume sans avoir l'impression de se dédire. Voilà, on peut. Bon, moi j'ai fait semblant d'avoir un travail à un moment donné, ou alors je fais semblant d'avoir quelque chose à dire à quelqu'un, voilà, où on peut. Voilà. Mais on reste quand même un œil et une oreille bienveillante et attentive à la situation. Voilà. Ensuite, je dirais, cinquième étape, il y a une façon de revenir dans la relation. Alors, non pas en focalisant sur le problème, parce que sinon ça risque de redémarrer, mais en échangeant des banalités sur le temps qu'il fait ou je ne sais quoi, enfin, vous voyez ce qui est opportun, ou en partageant un intérêt, si jamais on a un intérêt commun, ou si on sait que l'enfant est passionné de quelque chose, tiens, on m'a dit que tu préparais un exposé sur tel ou tel sujet, ou voilà. Engager une discussion sur autre chose, et puis ensuite, petit à petit, recentrer, bon, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le problème, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses. Voilà. Bon, si possible, prendre des décisions à l'issue de la discussion, ça peut être de faire des excuses, ça peut être autre chose, et surtout, je dirais que ce qui transparaît en filigrane, en leitmotiv, tout au long de ces 3 exemples, et puis de toute façon des 7 étapes aussi que je viens de vous décrire, c'est toujours sortir du schéma relationnel gagnant-perdant. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il y a pour tout le monde un équilibre, une harmonie à restaurer, à retrouver. Voilà. Et bien, je vous remercie pour votre attention. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur mes expériences de gestion de la colère. Et puis, ben, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Ça permettra à la vidéo d'être davantage référencée sur la toile et d'être plus visible. Bien, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour une autre vidéo sur un autre thème. Au revoir.